Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Il y a des concepts d'adaptation qui font bizarre tout de même. Jouets, jeux de plateau, applis, nourriture... On a réussi à aller bizarrement loin au cinéma. Et même des fois, ça a su marcher. Et parmi cette liste, il y a l'idée d'adapter des attractions en film. Ce qui n'est pas complètement aberrant, certaines d'entre elles essayent de raconter une histoire et on peut s'accrocher à ça, mais c'est clair que ça pose pas toute la base pour un long métrage complet. Cela étant, certains films arrivent à bien combler ça en racontant leur propre histoire, et c'est le cas pour celui d'aujourd'hui. Lancé en 1955, Tomorrowland propose la visite d'un potentiel monde futuriste haut en couleurs. Évidemment, au fil des ans, l'attraction s'est modernisée, la vision du futur changeant avec le futur, et c'est un peu au cœur du thème du film adapté. Dans cette histoire, nous allons parler de l'avenir. À la poursuite de Demain narre le voyage d'une jeune femme, Casey, pour découvrir un monde aux avancées prodigieuses qui existent au parallèle d'une autre, auquel on avait autrefois accès en passant par une autre attraction Disney connue. Direct, ça a dû faire perdre des points au film chez beaucoup de gens. Non, tout ce que tu veux sauf ça. En chemin, elle se fera de nouveaux alliés de façon un peu houleuse en apprenant qu'elle doit sauver le monde. Il compte sur vous pour réparer le monde. Oui, tant qu'à faire. Et tant qu'on y est, la petite théâtre du chipotage. J'ai préféré le démonter à cause du compartiment d'azote. J'ai bien fait parce que ça secouait dans l'autobus. Ne me demandez pas comment j'ai trouvé les composants. Je suis programmé pour réparer même la technologie que je ne connais pas. Deux fois de suite, tu fais exprès. Contente-toi d'enlever le pins pour l'instant. Ah, ces escaliers de fiction qui font juste un peu mal comme ça quand on en tombe. Si ça marchait comme ça en vrai. On possède Star Wars, vous avez vu? Puisque je sais, oui, je sais que moi. C'était une coupe sèche très utile. C'est moi qui t'ai donné le pins. Malheureusement, tu as disparu avant que j'ai eu le temps de te donner le minimum d'informations nécessaires. Pourquoi ne pas l'avoir contacté en même temps que de lui avoir donné le pins? C'était un petit peu bête. Je veux t'aider, moi, c'est tout. Volons le camion de ce pauvre gars traumatisé à vie. Notre héroïne. C'était peut-être un peu excessif. T'as pas d'extincteur normal? Les services ont été autorisés. Procédez à votre élimination. Ça suffit. Faut croire que non. Future autoréalisation much, surtout quand on sait que c'est pas écrit dans le marbre plus tard. On n'y arrivera pas tout seul. On a besoin de vous. Pourquoi tous les robots recruteurs doivent être des gosses? Une économie de matériel? On l'a tous touché en même temps, c'est dingue! On peut décomposer ce film en 3 parties. La première, c'est l'intro du héros et de l'héroïne dans leur environnement et l'événement déclencheur qui l'amènera à s'intéresser à ce Tomorrowland. La seconde, c'est la formation du trio et la fuite face à ces androïdes qui visuellement me font assez craquer. Le côté robotique dans l'expression est très bien joué. Et la dernière, c'est l'arrivée au susdit Tomorrowland et la confrontation avec le problème global, qui aurait sans doute mérité à être un peu mieux appuyé avant, on en reparlera. Plaisamment, chaque nouvelle partie est meilleure que la précédente. Ce qui signifie que le début est quand même un peu discutable. En comptant même le flashback du co-héros, ça s'étend un peu trop pour lancer l'intrigue. Certains éléments de la vie de nos deux héros sont plutôt superflus, et ça se noie un peu parfois, notamment avec le principe de pins carte de visite, qui lui montre un aperçu de l'endroit, et qui repose sur une logique assez bizarre. Je veux dire, d'une part, c'est déjà vachement dangereux, vu qu'on regarde l'état physique de notre monde, et ça peut facilement tuer des gens. Ensuite, il se passe quoi, là? Elle bouge pas, mais elle bouge en même temps. Elle peut se déplacer dans le monde parallèle en restant immobile dans son monde quand ça veut.
Vous auriez pas juste pu faire une vidéo interactive dans sa tête? Ça aurait été plus court et moins irrationnel. Donc oui, un départ un peu laborieux sur certains points. Une fois qu'elle est rejointe par Athéna, une vieille robot recruteuse déjà présente il y a 50 ans de ça, puis John Walker, aucun lien de parenté, un ancien membre de l'équipe Tomorrowland, ça avance plus vite, on découvre davantage l'aspect pratique de la technologie imaginée, là où c'était surtout du spectacle visuel avant. Beaucoup de systèmes de défense, de transport, qui en mettent plein la vue et qui savent jouer du cadre présent futuriste, si j'ose dire, en maintenant un bon rythme. Les armes et la robotique mise en place aident aussi beaucoup à l'immersion. On pourrait argumenter que l'escale à la Tour Eiffel pour le trajet vers Tomorrowland pouvait être sautée, mais ça aide à appuyer l'origine de la création de l'endroit, due à majoritairement des Français, ce qui est un petit peu plaisant sur le coup. C'était la rapide parenthèse chauviniste. Cela étant, ça aide aussi à faire passer plus de temps sur notre trio de protagonistes. Casey est la grande optimiste Hardy qui se retrouve embarquée là grâce à ses convictions et par moments son dynamisme peut être un poil discutable comme on l'a vite vu, mais elle s'inscrit parfaitement dans la thématique, on en reparle. Est-ce que tu peux arrêter de m'interrompre, s'il te plaît? D'accord, mais essaie d'être un peu plus positif. Positif. John, campé par un George Clooney qui affiche son âge avec sincérité, est un ancien jeune rêveur désabusé qui en a au départ complètement assez de tout ça et qui doit apprendre à retrouver son enthousiasme. Je te garantis que personne n'attend rien de toi. On t'a manipulé, on t'a fait croire que tu étais quelqu'un d'indispensable, quelqu'un de différent. Il sait être à la fois piquant et touchant dans cette mentalité, en particulier à travers son conflit avec Athéna. Tu as l'intention de me tuer? Je me tâte. Athéna, jouée merveilleusement par Rafi Cassidy, est un automate de recrutement qui a ses limitations de robot, mais qui essaye d'aller au bout de son programme par dévouement sincère. On sent qu'elle a ses priorités dans sa programmation, mais elle les a à cœur et s'est créée une vraie personnalité autour de ça. Comme quand elle et John se sont rapprochés et que les signaux n'ont pas été très bien compris dans les deux sens. Il dit que je lui ai fait du mal. Non. Tu as fait du mal à un môme qui a été assez bête pour tomber à... Enfin bref. Ouais? On ose tacler un concept comme ça, c'est plutôt couillu je trouve. Et mal rendu, ça peut être très crispant, mais les deux acteurs délivrent ça à merveille avec une vraie justesse. On sent la présence d'attache et de regrets du passé entre deux. On ne fuit pas le sujet, mais on sait se restreindre sans envoyer d'ondes trop... loliesques, dira-t-on. Et ça passe par une alchimie entre les deux comédiens qui donne vraiment ce sentiment de passé lourd de sens entre eux. Sachant qu'il y en a une qui a 14 ans. J'ai de l'estime pour les approches audacieuses de ce type, en particulier quand on sait les doser. Le seul souci vraiment notable de cette partie-là, c'est que ça met très peu en place le conflit important de fin, c'est-à-dire la fin du monde. Une problématique pas anodine, je pense qu'on sera d'accord là-dessus. On a ce décompte avant l'éclat de tous les continents, dont la logique de calcul est assez leste, on va pas se le cacher, et c'est pointé 2 minutes dans la rencontre avec John, sans plus l'appuyer par la suite de la poursuite. Parce que c'est évidemment l'élément central du conflit de fin. Comment sauve-t-on la planète? Et de façon beaucoup moins spécifique qu'on pourrait le croire. Ce qui me mène à ceci pour le reste de la vidéo. On nous prédit une catastrophe nucléairo-climatico-apocalyptique sur beaucoup de fronts qui va bientôt sévir. On se demande au départ comment ce genre de choses peut être stoppé par seulement 2-3 personnes. Et le film nous répond que non, ça ne se fait pas comme ça. Car cette fin du monde global est en fait un présage simple de la situation actuelle, quelque chose à grande échelle, que le méchant a essayé de prévenir. Car oui, il y a un méchant, et très bon, pour le temps qu'on le voit. Malheureusement, on ne l'aperçoit qu'en intro avant la partie finale. Nix, joué par l'excellentissime Hugh Laurie, est en fait l'instigateur de stimulus chez les gens pour provoquer cette catastrophe. Mais au départ, il le faisait pour les avertir, leur faire réaliser qu'ils fonçaient dans le mur. Car enfin, quel être humain normalement constitué ne se sentirait pas mobilisé à l'idée que tout ce à quoi il tient tant dans la vie va disparaître? Pour sauver la civilisation, j'allais montrer son anéantissement. Et désabusé de l'apathie de la populace face à cet avertissement, il a finalement décidé d'accélérer la fin, jugeant que c'était peine perdue. Loin de redouter leur propre fin, ils l'ont recyclé. Ils s'en repaissent dans les jeux vidéo, les émissions de télé, les livres, les films. Ce sont des motivations très uniques et vraiment profondes, portées par un des discours les plus percutants et justes que j'ai jamais vus en fiction. Parce que vous voulez couler. Si vraiment vous n'avez pas le temps pour ce film, matez au moins cette scène, elle vaut plus que largement le coup d'œil. Et il faut une réponse à ça, d'où tout l'intérêt d'avoir une grande rêveuse en tant qu'héroïne. Et en plus, tu as un quotient de 73 sur l'échelle de Feynman-Grummelberg. 73 ?
Sérieux? C'est un test d'évaluation de l'estime de soi. J'hésite à le passer, j'ai peur du résultat. Et je me demande un peu comment ils ont pu évaluer une fille qui ne connaissait même pas ça. J'ai un quotient de 73 sur l'échelle de Feinberg-Düsseldorf ou je sais pas Un quoi. quotient de 73. Mais l'important, c'est qu'on veut faire passer que le négativisme total n'apporte rien à travers ce personnage. D'où ce détail pas si anodin. Elle est confiante, elle ne cède pas au négativisme ambiant qu'on instaure. Dans une classe où apparemment ils se sont donné le mot pour parler de toutes les catastrophes possibles dans la même journée. Et il semble que les choses soient en train d'empirer. Je vous écoute, mademoiselle Newton. Qu'est-ce qu'on peut faire? Pardon? Si j'ai bien compris, tout va très mal. Mais qu'est-ce qu'on fait pour que ça s'arrange? Elle se centre sur les solutions probables plutôt que sur la résignation aux problèmes. Et c'est totalement le message que veut inculquer ce film. Les choses vont mal, vous avez deux approches possibles, accepter ça fatalement ou envisager d'arranger ça. Et c'est ce duel idéologique qui se met en place dans la confrontation de fin. Le camp porté par Nix, qui a fini dans la considération élitiste en laissant tout tomber. Vos semblables sont des sauvages, c'est la barbarie qui mène le monde. Et le camp porté par Casey, qui veut croire au meilleur en étant proactif. Tu veux reculer? Ou tu veux avancer? Brad Bird apporte un puissant message antifataliste par cette approche, en reconnaissant la délicatesse des problèmes. Il n'y a pas de solution miracle, mais on peut la chercher à plusieurs parmi ceux qui ont l'intérêt et les compétences au-delà des systèmes politiques et économiques. Ce qui là non plus n'est pas simple. Ça n'a rien de sorcier de détruire une machine infernale qui vous bourre le crâne et qui vous persuade que vous êtes condamné. Plutôt que de juste créer un conflit spécifique à résoudre et basta, on a décidé d'être réel et d'aborder la complexité des soucis du monde afin d'éveiller le spectateur. C'est majoritairement pour cette intention particulièrement noble et le cœur qu'on y met que ce Disney live action a une valeur spéciale pour moi et méritait que je plie totalement ma règle sur l'animation exceptionnellement. Et ce qui est triste, c'est que ça n'a pas marché. Plus que le flop de ce film, son message est tombé dans l'oubli, et au bout du compte, celui qui a raison en réalité, c'est Nix. Parce que ce futur n'exige rien de vous à l'heure qu'il est. Les gens n'ont pas cœur à se soucier réellement du futur, quand bien même les signes sont là. Qu'un film essaye de les prévenir à ce sujet, ça les braque, et ils ne veulent pas se sentir concernés. Ironiquement, en ne lui accordant pas son succès mérité, le public donne raison à la poursuite de demain. Et pendant ce temps-là, votre terre commence à pourrir sous vos yeux. Un constat assez déprimant quand on s'y penche. Et je me garderai de me situer plus haut que les autres là-dessus. Moi-même, malheureusement, je n'ai pas su grandement évoluer après avoir vu ce film. Il a tristement été fait à une époque où le cynisme ambiant avait déjà atteint un seuil critique et ses bonnes intentions n'ont pas su porter. Désormais, c'est ce dit cynisme que les gens préfèrent voir. Et plus on l'exacerbe, plus ça a du succès. Comme un certain autre film Disney que je compte tacler sous peu, mais avant ça, il y a toute une base facile à traiter. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être un peu optimiste. The future has arrived today. The future's alive.